Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve en face du monument de la tranchée des baïonnettes. Le premier est l'un des plus célèbres monuments de la bataille de Verdun. Si ce monument est si connu, c'est en raison de sa légende. En effet, en juin 1916, cette position est occupée par les éléments du 137e régiment d'infanterie, un régiment de Fontenay-le-Comte, donc composé pour pas de Vendéens. Après un violent bombardement, les hommes sont ensevelis vivants, ne laissant plus que dépasser leur pointe de baïonnette du sol. Naît alors le mythe de la tranchée des baïonnettes. Et je vais vous raconter maintenant la vérité qui se cache derrière ce mythe, qui est tout à fait différente, mais qui n'enlève en aucun cas une once de courage dont ont fait preuve nos soldats français durant la bataille de Verdun. En juin 1916, le 137e régiment d'infanterie de Fontenay-le-Comte occupe une position intermédiaire entre l'actuel monument de la tranchée des baïonnettes et le suaire de Douaumont. Le régiment a donc pour mission de sécuriser le ravin de la Dame ou le ravin de la Mort, qui se trouve donc juste derrière moi, qui permettrait aux Allemands d'accéder à la crête de Thiaumont, au niveau de la ferme et de l'ouvrage. Mais alors, que s'est-il passé ici en juin 1916 pour le 137e régiment d'infanterie, événements qui donneront naissance au mythe de la tranchée des baïonnettes. Le 9 juin 1916, vers 19h, le 137e régiment d'infanterie de Fontenay-le-Comte de Vendée quitte la citadelle souterraine de Verdun pour rejoindre les premières lignes. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1916, le lieutenant-colonel Gauthier, commandant le 137e régiment d'infanterie, atteint le PC 119, sur la côte de Froide-Terre, où il se rend compte immédiatement que la situation des bataillons à relever est des plus délicates. En effet, ces positions situées à contre-pente du ravin de la Dame, ou ravin de la Mort, s'avancent vers la ferme de Thiaumont, dominée par l'ennemi installé plus au sud. Par ailleurs, l'observation et la liaison avec l'artillerie restent défectueuses. Enfin, l'aile droite de son dispositif, occupée par les bataillons désignés, est à découvert sur plus de 500 mètres. Pour autant, le colonel maintient son ordre et engage la relève pour organiser un secteur battu par un déluge de feu et d'acier. À l'aube du 10 juin 1916, le 1er bataillon commandé par le commandant Denef et le 3e bataillon du commandant Dreux remplacent les hommes des 93 et 337e régiment d'infanterie, entre le boyau Lenant et à l'ouest de la tranchée Genêt. Les fantassins s'abritent dans une succession de trous d'obus. Cette position des plus sommaires est aménagée à la hâte. Malgré des renseignements obtenus de prisonniers et la concentration de pièces d'artillerie allemandes signifiant l'imminence d'une attaque, la mission du 137e régiment d'infanterie n'est pas modifiée. L'objectif est d'occuper et de défendre un secteur essentiel à l'organisation du front. Le 11 juin, le bombardement allemand s'intensifie. Pendant 10 heures, les Français sont soumis à un feu permanent. À 19h, le bataillon Denef a perdu près de la moitié de ses effectifs et le bataillon Dreux enregistre 30% de pertes. Le pilonnage se poursuit toute la nuit et les hommes se protègent comme ils peuvent. Le soldat Pierre Pinisson témoigne. Les obus tombent jusque dans la tranchée, causant de nombreux blessés. C'est un enfer épouvantable. Certains hommes sont debout, mais beaucoup sont à genoux pour se préserver des éclats d'obus. Le 12 juin 1916 à 6h, un premier assaut allemand venant du nord est lancé entre l'abri 320 et le bois de Naoué. Cet assaut est heureusement repoussé par les tirs de quelques mitrailleuses françaises. Débouchant dans la ferme de Thiaumont, les Allemands lancent un second assaut, mais qui est encore une fois stoppé, au cours duquel le commandant Denef meurt dans la défense de son PC. À 7h, les Bavarois poursuivent leur effort, progressant méthodiquement de trou d'obus en trou d'obus. Ils attaquent à la grenade, mais ils sont encore arrêtés. Soutenus par le feu de son artillerie, les Allemands renouvellent leur assaut. Ces derniers s'infiltrent et prennent les Français à revers. Au milieu de l'enfer et du chaos, ils s'accrochent à leur position bouleversée. Au terme de ces attaques répétées, les derniers survivants des bataillons Dreux et Denef, isolés et privés de leurs munitions, sont progressivement submergés. Après 24 heures d'effroyable bombardement, coupés de l'arrière par un barrage vraiment affranchissable sur le revers du sud du ravin de la Dame, les deux bataillons sont écrasés par les fantassins allemands. Les hommes sont morts, faits prisonniers ou portés disparus. Le lieutenant-colonel Gauthier n'a revu de ces bataillons qu'un sous-officier et un homme du rang. Les jours suivants, les combats perdent en intensité. Mais le 137e régiment d'infanterie a perdu 37 officiers, 133 sous-officiers et 1387 soldats. Le 137e régiment d'infanterie est alors submergé par les troupes allemandes. Sur les anciennes positions tenues par ce régiment, les morts jonchent le sol. Les Allemands, maintenant devenus les occupants de ces positions initialement tenues par le 137e régiment d'infanterie, doivent prendre des mesures. Mesures qui permettent de comprendre ce qu'était réellement cette tranchée des baïonnettes. Finalement, la tranchée des baïonnettes n'est qu'une simple fosse commune
dans laquelle les fantassins allemands, après avoir dominé la position, inhumeront les soldats français du 137e régiment d'infanterie. Après la Première Guerre mondiale, l'abbé Ratier, qui était brancardier durant la bataille de Verdun au sein du 137e régiment d'infanterie, revient sur ces lieux. Il remarque les fusils qui dépassent du sol et reconnaît ses anciens camarades. Ensuite, sous l'impulsion de l'abbé Ratier et du colonel de Bonnefoy, commandant du 137e régiment d'infanterie, un monument est érigé en 1919. Celui qui se trouve juste à côté de moi. Rendrons donc hommage aux hommes du 137e régiment d'infanterie. Mais plus tard, un imposant monument viendra compléter cette mémoire. L'histoire du premier monument du 167e régiment d'infanterie émeut énormément, aussi bien en France comme à l'étranger, et ce même jusqu'aux États-Unis, puisque George T. Rand, un Américain et banquier, offre personnellement 500 000 francs pour l'édification d'un monument. Avant toute chose, avant que le sol du champ de bataille de Verdun, devenu sacré, ne reçoive son premier monument, les fouilles préventives sont mises en place. Et le service du génie retrouve 21 dépouilles de soldats français en position allongée et désarmés, confortant donc l'idée d'une simple fosse commune et non pas d'une tranchée où des soldats furent ensevelis vivants. Mais alors pourquoi les fusils dépassés du sol? Puisque les Allemands s'en servent de pierre tombale. Car en effet, le fusil français et sa baïonnette sont très reconnaissables. Et donc pour marquer une sépulture, on a coutume de placer un objet symbolique de l'armée. En effet, le fusil français très reconnaissable devient donc une pierre tombale qui permet de reconnaître la position. Apparaît alors le nom de tranchée des fusils. 14 soldats sont identifiés et donc transférés à la nécropole nationale de Douaumont, au niveau de l'ossuaire, et 7 autres soldats inconnus reposent encore aujourd'hui sous le monument de la tranchée des baïonnettes. Mais la première chose marquante lorsqu'on visite le monument de la tranchée des baïonnettes, c'est de passer par cette entrée imposante. En empruntant cette majestueuse entrée, vous passez devant cet imposant portail réalisé par Edgar Brent, un ferronnier d'art, qui maintenant permet l'accès à cette grande allée du monument de la tranchée des baïonnettes. Cette longue allée reprend sensiblement l'axe du boyau Hublé, théâtre des affrontements de juin 1916, boyau dans lequel était stationné et déployé le 137e régiment d'infanterie. Pour l'édification de ce monument, on fait donc appel à André Ventre, diplômé des Beaux-Arts et architecte. Le monument est inauguré le 8 décembre 1920 par Alexandre Mitterrand lors d'une grande cérémonie. C'était donc l'histoire du monument de la tranchée des baïonnettes, l'un des monuments les plus emblématiques et les plus connus du champ de bataille de Verdun.